La Chine est une oasis de stabilité. C'est vraiment le cas. Si vous regardez partout ailleurs dans le monde, dans toutes les autres régions, la folie s'empare des gens. La Chine continue simplement, suit son chemin. Je veux dire, c'est assez remarquable. Bref, discutons-en davantage. Oui, je suis d'accord. Je pense que le gouvernement chinois a essentiellement un plan à long terme et qu'il s'y tient sans se laisser perturber. C'est Trump qui, tu sais, part dans tous les sens. Une idée un jour, le lendemain, il change d'avis et tout ce genre de choses qui est assez fou, tu vois. Mais ça rend tout plus intéressant, je suppose. C'est certain. C'est certain. Eh bien, comme je l'ai dit, vous savez, j'ai été avocat dans d'autres vies et je peux vous dire ceci. Dans un procès, et j'étais avocat plaidant, sans exception, la partie qui a un plan gagne. La partie qui improvise, qui invente au fur et à mesure, perd toujours, invariablement. Sans plan, on est perdu. Et je suis sûr que c'est pareil dans les affaires internationales. D'accord. Commençons donc par cette interdiction du pétrole, les sanctions secondaires, tout ce genre de choses. La dernière actualité concerne la querelle entre l'Inde et les États-Unis. Principalement, Trump fait pression sur l'Inde pour qu'elle n'achète pas de pétrole russe. Je ne comprends pas très bien le changement de ton du gouvernement américain, car selon l'Inde, c'est Biden qui avait en quelque sorte encouragé l'Inde à acheter du pétrole russe. Sans parler du fait que l'UE continue d'acheter du pétrole russe actuellement. Alors pourquoi toute cette pression sur différents pays? Maintenant, ils font aussi pression sur la Chine. De quoi s'agit-il exactement? Tout à coup, on dirait. Eh bien, justement, sur le sujet de l'Inde et de ce que l'administration Biden leur a dit, le ministère indien des Affaires étrangères est absolument clair à ce sujet. Ils ont été approchés par les Américains et ce sont les Américains qui leur ont demandé d'acheter du pétrole russe. La raison en était qu'ils ne voulaient pas que la Russie retire son pétrole du marché mondial, ce qui aurait accru la concurrence pour le pétrole du Moyen-Orient et fait grimper les prix de l'énergie aux États-Unis. Donc, ce sont en réalité les Américains qui ont suggéré aux Indiens « Venez, s'il vous plaît, achetez du pétrole russe. Vous l'aurez à un prix très réduit. » Cela signifiera que Poutine continuera à perdre de l'argent sur son pétrole, comme c'était déjà le cas auparavant. Mais vous savez, dans l'ensemble, nous maintiendrons la situation énergétique stable et vous en tirerez vraiment profit. Donc, c'était une idée américaine. Maintenant, ils ont complètement changé d'avis et disent « Oh, c'est absolument terrible que les Indiens achètent du pétrole russe. Ils alimentent la machine de guerre de Poutine. » Et tout cela. La raison pour laquelle ils font cela n'est en réalité pas du tout difficile à comprendre. Toutes leurs autres sanctions ont échoué. Les Russes se sont adaptés à chacune de ces sanctions. Ils ont complètement mal compris le caractère et la nature de l'économie russe, sur lesquels, vous savez, j'ai toujours été parfaitement réaliste. Ce n'est pas la taille de l'économie américaine. Ce n'est absolument pas la taille de l'économie chinoise, mais elle est bien plus grande, bien plus diversifiée, dispose de bien plus de ressources et possède une profondeur technologique et industrielle bien supérieure à ce que les Américains imaginent. Elle est plus grande que l'économie japonaise, pour le dire ainsi. C'est donc une économie grande, forte, bien organisée et bien gérée. Ils ne l'avaient pas compris. Les Américains ne le comprennent toujours pas. Ils ne veulent pas s'avouer que leur analyse initiale était erronée. Ainsi, ce qu'ils font, parce que l'Ukraine est désormais visiblement en train de perdre la guerre, et parce que la Russie résiste avec succès au choc des sanctions. Ce qu'ils se disent maintenant, c'est « Que devons-nous faire ?» De toute évidence, quelqu'un doit aider les Russes, car il est impossible qu'ils puissent faire tout cela seuls.
Après tout, ce ne sont qu'une station-service déguisée en pays, un État pétrolier kleptocratique, et tout ce qui va avec. Ce doit être ces Chinois et ces Indiens, et ainsi de suite. Voilà donc le nouveau récit. Maintenant, ils ont peur de s'en prendre à la Chine. Nous y reviendrons sans doute plus tard. Alors ils font ce que les Américains font toujours, ce que font toujours les brutes. Ils s'attaquent à la partie qu'ils estiment la plus faible. Et l'Inde est bien sûr beaucoup plus faible que la Chine. Ils s'en prennent donc maintenant à l'Inde. Et ils disent aux Indiens, « Vous savez, vous ne devez jamais acheter de pétrole russe. C'est terrible que vous le fassiez. C'est choquant que vous puissiez même envisager de faire une chose aussi mauvaise, alimenter la machine de guerre russe. Et si vous le faites, nous viendrons et nous vous punirons en imposant d'énormes droits de douane et des sanctions contre votre pays. » Donc c'est parce que les Américains, fondamentalement, ont une analyse erronée qu'ils refusent de corriger. Ils ne veulent pas l'ajuster. Ils refusent de l'ajuster. On le constate sans cesse. On rencontre cela tout le temps, à chaque erreur que commettent les Américains. Ils n'admettent jamais leurs propres erreurs. Ils continuent simplement à les reproduire. Mais la Turquie achète aussi beaucoup de pétrole russe. Je n'entends même pas parler de ça. L'UMLIB achète beaucoup de pétrole russe. Ils s'en prennent seulement à l'Inde. Et souvenez-vous, début février, Modi a visité la Maison-Blanche et il a vraiment été traité comme un invité de marque. J'imagine qu'ils ont changé d'avis sur l'Inde en général. Avant, ils voulaient utiliser l'Inde contre la Chine. Maintenant, ils ont changé d'avis à ce sujet. Est-ce bien le cas? vous avez touché le fond du problème, car, bien sûr, il ne s'agit pas vraiment de l'Inde. Qu'est-ce que je dis toujours? Tout, au final, tourne autour de la Chine. Vous ne pouvez pas y aller directement. Vous avez peur des Chinois. Vous dites qu'ils sont très puissants, très coriaces, qu'ils possèdent toutes ces terres rares, toutes ces technologies. Vous savez, ils ont cette fâcheuse habitude de vous mettre au pied du mur. Alors, vous vous en prenez à la partie la plus faible, vous la brisez, puis vous vous dites, ça fera peur aux Chinois. Les Chinois seront alors isolés. Ils plieront à notre volonté et ils arrêteront d'acheter du pétrole russe. Et ensuite, bien sûr, nous nous attaquerons à eux, pour d'autres raisons aussi. Parce que c'est toujours comme ça avec les Américains. Donc, en fin de compte, ce regroupement contre l'Inde concerne la Chine. Et cela est aussi motivé par le fait que l'Inde ne joue pas le jeu que les Américains voulaient qu'elle joue. Or, l'Inde est une société très complexe. J'ai beaucoup d'amis indiens. D'ailleurs, je n'ai jamais été en Inde, je tiens à le préciser, mais j'ai beaucoup d'amis indiens. J'ai parlé à de hauts diplomates indiens ou d'anciens diplomates. C'est un pays très sophistiqué. Il entretient une relation très complexe avec la Chine, envers laquelle il se sent rival et à un certain niveau jaloux. Et il faut le dire, l'Inde et la Chine ont toutes deux obtenu leur libération à la même époque. 1947 pour l'Inde, 1949 pour la Chine. À cette époque, elles étaient peut-être aussi pauvres l'une que l'autre. Je pense qu'en 1949, la Chine était plus pauvre que l'Inde. Oui. Dans les années 1970, le revenu par habitant en Chine et en Inde était à peu près au même niveau. Je connais des personnes qui sont allées en Chine et en Inde dans les années 70. Pour être clair, ils m'ont tous dit que la Chine était dans une bien meilleure situation que l'Inde à cette époque. Mais quoi qu'il en soit, si l'on regarde les statistiques étroites du PIB par habitant, elles semblaient être au même niveau. Aujourd'hui, la Chine est la plus grande et la plus avancée des économies mondiales. Elle a développé d'énormes technologies. Elle possède des industries puissantes. Elle dispose d'industries d'exportation très importantes. L'Inde, elle, est toujours en difficulté. Elle connaît une croissance rapide, mais elle ne se développe pas du tout à la vitesse qu'a connue la Chine. Et en réalité,
l'écart entre les deux ne cesse de se creuser. Donc, les Indiens ont effectivement des problèmes avec la Chine. Ils ont également des problèmes qui remontent à l'époque de Jawaharlal Nehru. Nous en avons parlé lors d'une émission précédente. Ils pensaient pouvoir d'une certaine manière surpasser les Chinois au Tibet. Un jeu très duplice, car à l'époque, il avait développé de bonnes relations avec la Chine et semblait entretenir une amitié très étroite avec Zhou Enlai. Quoi qu'il en soit, nous savons ce qui s'est passé. Il a perdu et l'Inde a été vaincue. Cela a laissé beaucoup de ressentiment, d'amertume et de rancœur en Inde. Donc il y a tout cela. Mais l'Inde reste néanmoins une grande nation. Une grande nation. Un pays qui s'est battu pour son indépendance, qui veut jouer le rôle qu'il estime être en droit de jouer en tant que grande nation. Un rôle indépendant dans les affaires mondiales. Et ce que les Américains viennent dire aux Indiens, c'est « Écoutez, les Chinois, vous avez tous ces problèmes avec eux. Alliez-vous avec nous, devenez notre allié, acceptez le genre de subordination que les Européens ont et nous vous aiderons d'une certaine manière. Mais la principale façon dont nous vous aiderons, c'est en vous aidant à faire tomber les Chinois. » Et les Indiens, et quiconque connaît l'Inde le sait, ne sont pas d'accord pour faire cela. Ils peuvent avoir leurs différends avec la Chine, mais ils ne vont pas se laisser utiliser comme une carte contre la Chine. Vous souvenez-vous des années 70, je ne sais pas si les Chinois le savent, mais dans les années 1970, les Américains parlaient toujours de jouer la carte chinoise contre l'Union soviétique. Et je disais aux gens, je n'étais qu'un enfant. J'étais seulement à l'école. J'ai dit, vous ne comprenez pas ce que vous faites. La Chine n'est pas une carte à jouer. On ne peut pas traiter un pays comme une carte à jouer, surtout pas un pays comme la Chine. À l'époque, je m'intéressais beaucoup aux choses chinoises. Et bien sûr, les Américains se parlent à eux-mêmes de cette manière. Eh bien, nous savons ce qui s'est passé. Et ils pensent à l'Inde de la même façon, car les Américains ne prennent jamais les autres nations au sérieux. Ils ne comprennent pas que les autres nations ont leur propre politique, leur propre culture, leur propre tradition, leur propre fierté d'elles-mêmes et de ce qu'elles sont. Et donc, ils l'ont découvert avec l'Inde. Maintenant, ils sont très en colère et très frustrés. Ils voient que l'Inde ne fait pas ce qu'on lui dit. Ainsi, le résultat est que toute l'amitié, tous les beaux discours ont disparu. Et maintenant, les Indiens sont les méchants qui aident la machine de guerre de Poutine. Beaucoup de la colère contre la Russie est d'ailleurs similaire. Les Russes ne jouent pas le rôle qui leur avait été attribué. Eux non plus ne sont pas alignés avec les Américains contre la Chine. Malgré le fait que, comme nous l'avons évoqué dans d'autres émissions, ce sont des Blancs qui nous ressemblent. Cela rend la situation encore pire d'une certaine manière, qu'ils ne soient pas prêts à s'allier avec nous contre ces Asiatiques. C'est donc très représentatif de l'état d'esprit américain sous-jacent, et cela explique la colère, l'amertume, la fureur et la rage. Les Indiens devront simplement s'y faire. Je pense que plus que toute autre chose, les États-Unis détestent tout pays qui a sa propre façon de penser. C'est ça. Cette indépendance vis-à-vis de l'Occident ou des États-Unis qu'ils ne peuvent pas contrôler. Vous voyez, donc ils détestent tout pays comme ça. Oui, tu as tout à fait raison. Je veux dire, la seule chose que les États-Unis ne pensent pas qu'un autre pays devrait avoir, ce sont des opinions sur quoi que ce soit. Le seul pays qui a le droit d'avoir des opinions, ce sont les États-Unis. Tout autre pays qui a des opinions différentes de celles des Américains se comporte de façon scandaleuse. En fait, il est inconcevable pour les Américains que d'autres pays puissent penser par eux-mêmes.
Oui, mais c'est tellement intéressant la façon dont il gère l'Inde. Par exemple, Biden, je pense qu'une partie de la raison pour laquelle Biden voulait que l'Inde achète du pétrole russe, c'est qu'à ce moment-là, il avait une assez mauvaise relation avec le prince saoudien MBS, non? Donc je pense qu'il ne pouvait pas vraiment contrôler l'OPEP. Il voulait que le prix du pétrole baisse, mais l'OPEP ne l'écoutait pas. Il a donc probablement pensé à l'époque qu'utiliser le pétrole russe permettrait d'équilibrer un peu la situation. Et donc permettre à l'Inde d'en acheter était une façon d'y parvenir, je suppose. C'est probablement une partie de l'explication. Et maintenant, Trump a une idée totalement différente. Et c'est Lindsey Graham qui a introduit ce projet de loi sur les sanctions secondaires, non? C'est là que je pense que ce que Trump menace, c'est qu'ils vont imposer des sanctions secondaires aux pays qui achètent du pétrole russe. Je veux dire, ils ignorent complètement le fait que l'Inde a sa propre volonté. Un jour, on veut que l'Inde fasse une chose, et le lendemain, on veut qu'elle fasse autre chose, non? Vous ne pouvez pas traiter l'Inde comme une carte, ou, pour reprendre l'expression qu'A.J.P. Taylor utilisait à propos de la Russie, comme un robinet que l'on peut ouvrir et fermer à volonté, car c'est ce qu'ils veulent faire avec tous les pays. D'ailleurs, les Indiens sont furieux. J'ai lu la presse indienne, et la colère qui s'y exprime à ce sujet est tout simplement indicible. Certains commentaires sont littéralement impossibles à publier. Ils sont furieux à ce sujet. Ils sont outrés. Et il est fascinant de voir comment je n'y ai jamais cru, je n'ai jamais pensé que cela durerait. Cette bromance entre l'Inde et les États-Unis est aujourd'hui en profonde crise. Eh bien, en ce qui concerne la guerre des tarifs de Trump, il n'a pas terminé, même s'il semble qu'il les ait déjà imposés à la plupart des pays. Vous savez, il est encore en train de négocier avec la Chine, où il y a une nouvelle prolongation pour la Chine. Mais à part la Chine, il semble que tous les pays, eh bien, nous verrons s'il va augmenter les tarifs pour l'Inde à cause de cela. Mais malgré tout, je pensais que nous en avions à peu près fini, plus ou moins, avec les tarifs. Mais non, car il semble que sa prochaine cible soit les puces électroniques et la pharmacie. Donc au lieu de cibler des pays, il s'attaque maintenant à des industries, car il dit qu'un nouveau plan de tarifs sur les semi-conducteurs sera annoncé dès la semaine prochaine. Donc il a un plan pour les semi-conducteurs. Et puis, pour l'industrie pharmaceutique, il a déclaré dans une interview à CNBC qu'il y aurait de petits droits de douane sur tous les produits pharmaceutiques. Mais dans un an ou un an et demi, ce sera 150, voire 250 pour tous les produits pharmaceutiques. Son argument maintenant, c'est qu'il veut que toute cette production revienne aux États-Unis. Voici le problème. Est-ce que cette production reviendra vraiment aux États-Unis? Je n'en sais rien. J'en doute fortement. Mais en attendant, lorsqu'il impose des droits de douane sur tous ces produits, nous, ici, vivant aux États-Unis, allons en payer le prix sans aucune garantie que cette production reviendra effectivement aux États-Unis. Non. N'est-ce pas? Non. C'est tout à fait exact, car ce qui va se passer, c'est que dans de nombreux cas, ils ne viendront pas aux États-Unis, puisque le coût de production dans d'autres endroits restera moins cher. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que les droits de douane vont entraîner une augmentation des prix. Les prix des produits pharmaceutiques sont déjà très élevés aux États-Unis, ils sont déjà très élevés en Grande-Bretagne, et ailleurs, ils vont encore augmenter. D'ailleurs, et c'est un autre point à mentionner, le plus grand exportateur et fabricant de produits pharmaceutiques exportés vers les États-Unis et l'Europe, c'est l'Inde. C'est juste pour le signaler. Je veux dire, il s'agit souvent du segment inférieur des produits pharmaceutiques. Mais pendant la crise du Covid, je me souviens que Modi se vantait que l'Inde était la pharmacie du monde.
C'est, vous savez, peut-être un commentaire trop ambitieux à faire. Mais je veux dire, en mettant de côté ce que Trump menace de faire à l'Inde concernant le pétrole russe, il est maintenant, peu importe ce que les Indiens font à propos du pétrole, leur précieuse industrie pharmaceutique va aussi être frappée. Donc, encore une fois, cela va les rendre très, très contrariés, très, très en colère. Et je suis convaincu que cela va les amener à reconsidérer tous leurs alignements, d'ailleurs, et que cela va leur donner envie de renforcer leurs relations avec les BRICS. Mais bon, laissons tout cela de côté. Votre point de fond, à savoir que cela ne va pas bien se terminer pour les Américains, est absolument correct. Vous avez tout à fait raison. Et je me demande ce que Robert Kennedy, qui essaye de faire baisser les prix des médicaments pour les Américains, va penser de tout cela. Je dois dire que selon moi, Trump a probablement un plan. Je pense que son plan, peut-être depuis le début, est d'obtenir de l'argent pour combler son déficit budgétaire à cause de sa grande réduction d'impôts pour les riches. Donc il y a un déficit budgétaire, un manque à gagner pour lequel il a besoin d'argent. Les droits de douane sont un bon moyen pour lui d'y parvenir. Et il a cette tendance, et les États-Unis en général ont cette tendance, à vouloir obtenir le maximum de quelqu'un, à presser le citron jusqu'à la dernière goutte. Il a donc pensé, Besson a d'ailleurs annoncé qu'en juin, les recettes provenant des droits de douane avaient augmenté de façon spectaculaire. Ils ont donc effectivement récolté beaucoup d'argent. Mais encore une fois, cet argent vient des États-Unis, des consommateurs, et non d'un pays en particulier. Très bien. En fait, je pense que certains fabricants dans différents pays doivent probablement baisser un peu leur prix à cause des droits de douane. Donc cela nuit à d'autres pays, mais la majeure partie de l'argent provient des consommateurs américains. C'est simplement un fait. Mais ils sont très contents. D'accord, nous avons plus d'argent. Et c'est probablement ce qui a donné à Trump l'idée, c'est un bon moyen d'obtenir rapidement de l'argent. Pourquoi ne pas continuer à le faire, à presser pas seulement un pays, car il l'a déjà fait, mais maintenant on s'attaque aux semi-conducteurs et à la pharmacie, qui sont deux grandes industries. Donc, ce n'est pas seulement en surface, c'est une guerre terrible contre différents pays. Au final, cela me semble être une guerre contre la classe moyenne et la classe populaire américaine. Oui, c'est le cas. C'est un vaste exercice de redistribution économique, une redistribution financière vers le haut. Je veux dire, c'est un exemple où cela accélère un processus déjà en cours aux États-Unis depuis 60 ans, où l'on voit que toutes les richesses se concentrent au sommet. C'est essentiellement ce qui se passe. Et Trump arrive, je ne sais pas si c'est vraiment un plan, mais c'est une idée. Je pense que c'est son idée, que cela va créer. Je veux dire, il est comme beaucoup de gens riches. Ils pensent que l'impôt sur le revenu est mauvais. Ils pensent que les impôts sur les sociétés sont mauvais. Il imagine donc que si l'on pouvait simplement supprimer tous ces impôts, cela entraînerait une prospérité immense et un boom économique. Et bien sûr, cela rendra très très heureux les gens qu'il connaît et fréquente, parce qu'ils sont tous riches. Ils n'ont pas à payer ces impôts. Mais évidemment, ceux qui paient les impôts, ces impôts, les impôts indirects et les droits de douane sont des impôts indirects, ce sont les classes moyennes et ouvrières et des personnes encore plus pauvres. C'est donc un vaste exercice de redistribution. Et je vais ajouter autre chose d'ailleurs. Cela n'atteindra pas le résultat qu'il espère, car peu importe combien il récolte avec ses droits de douane, cela ne suivra jamais le rythme auquel il augmente les dépenses. Il va donc se retrouver dans la pire des situations, où il devra emprunter davantage. Et il pourra probablement le faire pendant un certain temps, car les États-Unis ont cette incroyable capacité à emprunter de l'argent,
même si cela commence à s'essouffler aujourd'hui. Il va imprimer davantage, et c'est vraiment ce qu'il veut que la Réserve fédérale fasse. Il veut qu'elle recommence à imprimer plus. Et finalement, soit lui, soit son successeur finira par augmenter les impôts, l'impôt sur le revenu et ce genre de taxes, ce qui politiquement semble très difficile. Ou alors, il va se passer quelque chose de bien pire. Et par bien pire, j'entends une inflation vraiment très élevée pour résoudre ce problème. Je veux dire, l'inflation risque fort d'augmenter de toute façon aux États-Unis parce que les droits de douane vont exercer une pression à la hausse sur les prix. Ces dernières manœuvres avec les sanctions contre la Russie vont inévitablement, à mon avis, avoir un certain impact sur les marchés pétroliers, ce qui va probablement faire grimper les prix de l'énergie dans l'ensemble. Et puis, bien sûr, s'il obtient gain de cause et que la Réserve fédérale baisse les taux d'intérêt alors qu'il creuse encore davantage le déficit budgétaire, il est très difficile de voir comment cela pourrait empêcher l'inflation de s'envoler. Ce qui explique pourquoi je pense que Jerome Powell a résisté à cette idée. Eh bien, Walmart a déjà annoncé, ils l'ont annoncé récemment, qu'ils allaient augmenter les prix. Ils ont dit jusqu'à 50%, voire plus. Et une chose que j'ai remarquée, c'est qu'ils n'augmentent jamais les prix exactement du montant des tarifs douaniers. Ils augmentent toujours un peu plus, n'est-ce pas? Ils utilisent les tarifs comme prétexte pour augmenter les prix encore davantage. Oui, la hausse abusive des prix dans le type d'économie que possèdent les États-Unis est presque intégrée au système. C'est devenu une économie très prédatrice. Elle se cannibalise elle-même, tout comme elle cannibalise ses alliés européens, ce qui était précisément l'objet du dernier accord commercial. Maintenant, en ce qui concerne les puces, il y a quelque chose d'intéressant. Trump a donné le feu vert à Nvidia pour vendre la H20, qui est la puce de Nvidia conçue spécialement pour le marché chinois. Elle est meilleure que l'entrée de gamme, mais c'est pas vraiment le haut de gamme. Elle a donc été conçue pour le marché chinois, mais je crois que Biden y a mis un terme même pour celle-là. Mais maintenant, Trump donne le feu vert à cette H20 pour la vendre à la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine enquête désormais sur le fait que les puces H20 auraient des portes dérobées, ce que nous savons être vrai. Je veux dire, Nvidia ne le nie même pas. Parce que les États-Unis ont le Chips Safety Act qui exige que toutes les puces vendues à l'étranger possèdent, ils appellent ça un mécanisme, pour localiser leur emplacement. Maintenant, comment fait-on cela? Disons que vous vendez les puces à Singapour, puis Singapour les revend à quelqu'un d'autre. Si vous ne les suivez pas, vous ne savez pas où vont ces puces, n'est-ce pas? Donc, il faut suivre toutes les puces partout dans le monde, ce qui signifie qu'il y a une porte dérobée. Nvidia ne le nie donc pas, mais Nvidia affirme qu'il n'y a pas d'interrupteur d'arrêt, rien pour désactiver la puce à distance. C'est la dernière information. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette enquête sur la H20 signifie que la Chine n'a plus désespérément besoin de la H20, n'est-ce pas? Parce que s'ils découvrent qu'il y a un problème, ils pourraient dire « Eh bien, on ne vous autorise même plus à vendre ici. » C'est une question, non? Eh bien, c'est l'exact. Je veux dire, la raison pour laquelle Trump fait cela, d'ailleurs, n'est pas du tout difficile à comprendre. Car si l'on regarde le boom du marché boursier, et Trump est quelqu'un qui se passionne énormément pour les marchés boursiers, parce que, encore une fois, ce sont ses amis, c'est lui-même et ses amis. Il tire profit du marché boursier, tout comme sa famille d'ailleurs. Si l'on observe le boom boursier, il est extrêmement concentré sur les 7 grandes entreprises technologiques. Mais la base, c'est Nvidia. C'est Nvidia qui, en fin de compte, soutient toutes les autres. Et elle a pu le faire,
parce qu'au cours des dernières années, elle a connu une croissance exceptionnelle de ses bénéfices. Or, cette croissance commence à ralentir, en partie, je pense, parce qu'elle ne vend plus de puces à la Chine, qui, comme nous le savons, a besoin de beaucoup de puces. Donc je pense que ce que Trump réalise, c'est que vous savez, la croissance des bénéfices de Nvidia reste forte, mais elle n'est plus aussi impressionnante qu'avant. Je veux dire, il y avait une croissance de 100%. Maintenant, c'est environ 12%. C'est toujours très élevé, mais ce n'est plus ce que c'était. Donc, il veut que Nvidia reste solide et dynamique, et donc vendre à la Chine les puces conçues pour elle. Mais cela appartient désormais au passé, car à cause de ce qu'a fait Biden, la Chine est allée plus loin. Je veux dire, ils sont capables de produire de meilleures puces. Et ce n'est pas seulement qu'ils ont la capacité de produire de meilleures puces, et je suis sûr qu'ils l'ont, c'est que la Chine a des plans pour produire des puces bien meilleures. Cela devient une technologie dépassée. Nous l'avons dit. Je me souviens que nous en avons déjà discuté. Encore une fois, les Américains n'arrivent jamais à comprendre que d'autres sont aussi intelligents qu'eux, voire plus intelligents, et peut-être mieux organisés. En fait, certains analystes en Chine disent « Arrêtons complètement d'acheter du H20 », car certains appellent cela l'opium des puces. C'est comme si, en dépendant de ces puces, nous n'allions pas progresser. Nous devons nous forcer à être plus innovants, à faire mieux que cela. C'est donc ce qu'ils font. Bon, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont plutôt mauvais. Globalement, je pense que l'économie américaine présente un tableau très contrasté. Il n'y a pas si longtemps, ils ont annoncé une croissance du PIB de 3%, ce qui semble plutôt bien. Et bien sûr, Biden a aussi annoncé qu'en juin, ils avaient enregistré un revenu record provenant des droits de douane. Donc, notre situation financière est bien meilleure maintenant. C'est donc une excellente nouvelle. Mais ensuite, bien sûr, arrivent les chiffres de l'emploi pour mai et juin qui ont été révisés. Mais la révision est énorme. Ce n'est pas un petit ajustement. Parce que le chiffre de juin, après révision, est de 14 000. Le chiffre initialement annoncé était une augmentation de 147 000 emplois. Et pour mai, c'est à peu près la même histoire. Donc ce n'est pas un petit ajustement, c'est un ajustement énorme, à tel point que Trump est tellement en colère qu'il a limogé le commissaire aux statistiques du travail. Je ne vois pas comment cela peut résoudre le problème. Alors, selon vous, quel est l'état général de l'économie américaine? Eh bien, j'ai eu des discussions à ce sujet. J'en ai parlé avec Robert Barnes, l'avocat américain. Hier, nous avons d'ailleurs fait une vidéo avec lui. J'ai également été en contact avec le Dr. Jack Rasmus, qui est un économiste universitaire et aussi un auteur. Il va bientôt publier ses commentaires. Et vous aurez d'autres points de vue également. Le consensus général est que l'économie américaine est stagnante, que la croissance de 3% est une illusion statistique, qu'elle reflète en grande partie des pics d'importation suivis d'effondrements dus aux politiques tarifaires de Trump, qu'il n'y a rien de vraiment solide, que l'économie a cru d'environ 1% cette année et qu'elle se dirige très probablement vers une récession, voire une récession sévère. Et je pense que c'est probablement correct. Encore une fois, la hausse des revenus provenant des droits de douane et de tout le reste reflète probablement aussi les droits de douane et la manière dont ils ont été appliqués. Il serait sans doute erroné de penser que ce niveau de recettes va constituer un revenu budgétaire durable sur le long terme. Donc, l'opinion générale que je connais est que l'économie se dirige vers une récession. Et parallèlement, l'inflation continue d'augmenter. Je crois qu'elle est maintenant combien au-dessus de 3%, bien au-delà de l'objectif de 2%. Et ce sont les actions de Trump qui aggravent la situation. Le Dr. Rasmus, comme beaucoup d'autres, pense que le taux d'inflation réel est nettement plus élevé,
auquel cas, nous n'avons probablement aucune croissance du tout. Il est même plus probable que l'économie soit déjà en récession. Et il y a des signes révélateurs qu'après une hausse des salaires réels à l'arrivée de Trump, la croissance des salaires réels s'est inversée et le niveau de vie recommence à baisser. Eh bien, la façon dont Trump a géré cela, il a limogé ce commissaire aux statistiques du travail. Ma question est la suivante. À l'avenir, peu importe qui sera nommé nouveau commissaire, pourra-t-on faire confiance à ces chiffres du gouvernement américain? Il l'a rendu tellement évident. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire encore une fois, je peux m'exprimer à ce sujet. Il y a énormément de critiques concernant les statistiques produites par le gouvernement chinois. Or, je pense qu'elles sont fiables. Je suis l'économie chinoise, pas avec le même niveau d'attention que pour la Russie. D'ailleurs, les statistiques russes sont très fiables. Il faut le dire, on peut vraiment s'y fier. Ils disposent de systèmes de collecte de données extrêmement avancés. Ayant été en Chine, je peux dire que les systèmes de collecte de données en Chine sont au moins aussi efficaces que ceux de la Russie, probablement même plus. Je soupçonne donc que le gouvernement chinois a une idée très précise de l'état de l'économie à tout moment. Je dirais d'ailleurs que de manière générale, je pense que les statistiques économiques produites par la Chine sont fiables. Je sais que les statistiques économiques produites par la Russie sont fiables. La Chine et la Russie produisent relativement peu de statistiques, mais on peut s'y fier. Les États-Unis, eux, vous bombardent de statistiques. La quantité de statistiques produites par les États-Unis est déroutante, et elles sont produites par une multitude d'agences différentes, ce qui rend la chose encore plus confuse. Et elles sont constamment révisées, donc je n'ai aucune confiance en elles. Je ne pense pas que qui que ce soit en ait. Pour revenir aux statistiques sur l'inflation, il y a un statisticien nommé John Williams qui souligne la manière dont les États-Unis ont, depuis environ 1980, procédé à des révisions constantes de la façon dont l'inflation est calculée, chacune d'entre elles semblant destinée à faire paraître l'inflation moins grave qu'elle ne l'est réellement. Je n'ai rien à dire. Je suis sûr qu'il a raison sur ce point. Il a nui à sa propre crédibilité en essayant de produire ses propres calculs de l'inflation, ce qu'il n'est pas capable de faire, car il n'a pas les données nécessaires pour cela. Mais concernant sa propre critique des chiffres de l'inflation, je pense qu'il a raison. Et je pense que c'est vrai pour à peu près tout. Les seules statistiques auxquelles j'accorderais, dans une certaine mesure, un peu de confiance, sont celles qui montrent non pas les chiffres de création d'emplois, qui sont à mon avis absurdes, mais le nombre de personnes qui travaillent réellement à un moment donné, qui ne sont pas totalement fiables, mais à peu près aussi fiables que les statistiques américaines peuvent l'être. Donc, je ne les prends pas au sérieux. Je pense qu'un des problèmes, c'est que depuis de très nombreuses années, en fait, depuis les années 70, les États-Unis s'inquiètent beaucoup que d'autres pays finissent par les dépasser. Et pour cette raison, ils gonflent leurs statistiques économiques depuis très longtemps, afin de donner l'impression que la taille globale de leur économie est plus grande qu'elle ne l'est réellement. Oui, je pense aussi qu'il y a beaucoup de chiffres exagérés là-dedans, mais cette fois il a été très clair. Je n'aime pas ton chiffre. Je te vire. Oui, je veux dire, il est très content quand les chiffres sont gonflés. Il est très mécontent quand ils sont diminués. En gros, on peut le comprendre. Et je l'ai fait jusqu'à un certain point. Mais au final, il s'en prend aux messagers. Il n'aime pas les mauvaises nouvelles, donc il ne veut pas en entendre. Il veut que tout le monde lui dise que tout va merveilleusement bien, même si ce n'est pas le cas, et c'est terrible.
even if it's not, and that is terrible. D'accord, la situation en Ukraine. Maintenant, 2 colonels britanniques ont été capturés par les forces spéciales russes. Quelle est la réaction du Royaume-Uni? Non, il n'y en a pas eu. Et je veux dire, vous savez, je tiens à souligner que les Russes n'ont rien dit à ce sujet. Les Britanniques non plus. Il y a des rapports à ce sujet partout sur Internet. Larry Johnson, qui est un ancien de la CIA en qui j'ai une grande confiance, pense que cette histoire pourrait être vraie. Et étant donné qu'il pense qu'elle pourrait l'être, je suis prêt à le croire. Mais cela a été gardé très très secret par tout le monde. Oui, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de couverture à ce sujet. Oui, je veux dire, les médias traditionnels n'ont pas... Oui. Absolument. Je veux dire, au Royaume-Uni, je vais supposer qu'il y a un dénotice. Un dénotice est, je crois que nous en avons déjà parlé, une instruction du gouvernement aux médias de ne pas rapporter l'histoire. D'accord, d'accord. Donc c'est une question de sécurité nationale, je suppose. La sécurité nationale, oui. Eh bien, pour revenir à Trump, quel est exactement le plan de Trump pour l'Ukraine maintenant? C'est très confus, non? Au début, il disait vouloir que la guerre se termine, puis il a semblé faire des efforts, puis il a aussi arrêté de vendre des armes à l'Ukraine pendant un certain temps, mais maintenant, il semble qu'il va soutenir la fourniture d'armes, mais via les pays de l'OTAN. Ils doivent les acheter puis les donner à l'Ukraine. Et maintenant, il exerce aussi beaucoup de pression concernant l'achat de pétrole russe. Quel est exactement son plan? A-t-il un plan pour l'Ukraine? S'il n'a pas de plan pour l'Ukraine, ce qu'il veut faire, c'est arrêter les combats afin de pouvoir avancer et remporter le prix Nobel et dire qu'il a mis fin à la guerre. Voilà son plan. Il n'a pas de plan plus vaste pour résoudre ce conflit, ni pour reconstruire les relations avec la Russie, ni pour établir la sécurité en Europe. Je pense que cela est désormais absolument clair. Et c'est une tragédie, mais c'est ainsi. En attendant maintenant le Caucase, n'est-ce pas? Le Caucase, nous avons parlé de cette région, c'est une région compliquée. C'est toujours un peu... Je pense que si vous regardez l'interview de Tucker Carlson avec Poutine, il a en fait parlé du Caucase. Donc, il semble que le Caucase soit toujours dans ses pensées. Récemment, l'Arménie a annoncé qu'elle allait organiser un exercice militaire avec les États-Unis ce mois-ci, dans environ une semaine. Que se passe-t-il là-bas? Eh bien, l'Arménie, depuis un certain temps. L'Arménie, il y a environ 5 ans, a connu une révolution de couleur. Nous savons ce que c'est. Le gouvernement précédent a été remplacé par un gouvernement très très pro-américain. Et c'est ce gouvernement qui est actuellement en place en Arménie. Il travaille sans relâche pour essayer de réaligner l'Arménie avec l'OTAN, avec les États-Unis et avec l'Occident. Et il a essentiellement abandonné le Haut-Karabakh. Cette région, il a en gros laissé l'Azerbaïdjan la capturer. Il semble prêt à céder encore plus de territoire. Je veux dire, je ne suis jamais allé en Arménie moi-même. Mais tout ce que j'en entends, c'est qu'il s'agit d'un gouvernement fanatiquement pro-américain, prêt à franchir tous les obstacles possibles pour plaire aux États-Unis. Récemment, comme tu le sais, j'étais en Géorgie, et les Géorgiens pensent que l'Arménie traverse le même processus que la Géorgie a connu. Un gouvernement fanatiquement pro-américain qui conduit le pays à la catastrophe totale. C'est juste qu'elle le fait avec 20 ans de retard par rapport à la Géorgie. Eh bien, c'est intéressant que vous ayez mentionné cette région, le Haut-Karabakh. Je n'y avais même pas vraiment prêté attention, mais je suis retournée me renseigner. En fait, en 2023, plus de 100 000 Arméniens ont quitté cette région. Il n'y a pas eu beaucoup de discussions ou d'attention à ce sujet à l'époque.
historic ancient Armenian area. La région arménienne historique et ancienne s'est retrouvée intégrée à l'Azerbaïdjan parce que Staline a tracé les frontières régionales d'une certaine manière. Mais il faut se rappeler qu'ils faisaient tous partie du même pays, car l'Arménie faisait elle-même partie de l'Union soviétique et l'Azerbaïdjan aussi. Quoi qu'il en soit, le Haut-Karabakh, comme je l'ai dit, était une région arménienne, faisant partie de la nation arménienne. Les Arméniens en ont été chassés et l'Azerbaïdjan en a désormais pris le contrôle total. Et l'Arménie ne s'en soucie pas. Du moins, le gouvernement arménien ne s'en soucie pas. Dans la mesure où ils en parlent, ils en rejettent la faute sur la Russie. Oui, je suppose que leur attente, ou celle de quelqu'un, était que les Russes viennent les aider. Eh bien, le dirigeant de l'Arménie, Nikol Pachinian, a refusé l'aide russe. Il peut dire le contraire aujourd'hui, mais à l'époque, il racontait une autre histoire. Et quelle est la position de l'Azerbaïdjan? Parce qu'il y a aussi des discussions sur la possibilité d'établir une sorte de base militaire turque en Azerbaïdjan. D'accord, donc la Turquie peut être membre de l'OTAN. Je suis sûr qu'il y en a déjà une. Et je suis également certain qu'il existe des bases israéliennes en Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a une direction très intelligente, mais aussi très corrompue, qui sait parfaitement jouer chaque camp l'un contre l'autre. En général, il entretient des relations correctes avec la Russie. En ce moment, il traverse une période difficile avec la Russie parce qu'il souhaite obtenir plus d'aide des Américains. Mais ensuite, il se rapproche à nouveau de la Russie. Il y a les Israéliens, les Américains et d'autres encore. Mais comme je l'ai dit, c'est un jeu constant auquel l'Azerbaïdjan se livre. Et il l'a plutôt bien réussi jusqu'à présent. Et la Turquie est toujours dans le jeu. Il semble que la Turquie soit toujours impliquée. Mais pour le dire clairement, et vous savez, j'étais en Géorgie, c'est difficile à faire comprendre aux étrangers. Mais dans le Caucase du Sud, la Russie reste de loin la puissance dominante. C'est le colosse autour duquel, au final, tout le monde doit graviter. Même la Turquie et l'Iran, qui sont les autres grandes puissances, ne peuvent pas être importantes de la même manière. Les économies sont intégrées à la Russie. Les gens, tout le monde parle russe. Les panneaux des signalités de Therlus Dassing, Pakthov Sword en russe. Ils regardent tous les informations russes. This time Constantine Dov Gil. There are lots of Russians there all the time. It reminded me very much of my trip. Cela m'a beaucoup rappelé mon voyage en Corée du Sud en 2002 et la façon dont encore une fois on parle de la Corée du Sud comme d'un allié des États-Unis. Mais quand on est en Corée du Sud, cela paraît très éphémère. Le véritable géant là-bas, c'est la Chine. Et il est difficile, encore une fois, de faire comprendre aux étrangers à quel point c'est le cas. Tout en Corée du Sud, en fin de compte. Et je précise que ce n'est absolument pas de manière hostile, car la culture sud-coréenne est fondamentalement basée sur la culture chinoise. Mais tout, en fin de compte, tourne autour de la Chine. Même la relation avec les États-Unis elle-même y est liée, ce que les Américains ne comprennent pas. Et il y a certains Coréens eux-mêmes qui essayent de le nier. Absolument. Comme le font certains Arméniens, les Géorgiens le font encore, et les Azerbaïdjanais aussi. Il y aura toujours un certain ressentiment envers le géant voisin et une nervosité à son égard. Mais au final, quoi qu'il se passe actuellement, ils devront finir par accepter la réalité dominante, à savoir, comme je l'ai dit, que la Russie domine le Caucase et que la Chine domine, vous savez, le Pacifique Nord-Est. C'est une question d'histoire, de géographie et de culture. Et cela ne peut pas être changé.
Oui. Eh bien, ils essaient. Je veux dire, la dernière chose en Chine dont beaucoup de gens parlent, c'est que la Corée du Sud aimerait demander de nombreux statuts de patrimoine mondial, vous savez, ceci ou cela auprès de l'UNESCO. Mais le dernier développement, c'est que l'UNESCO a instauré une nouvelle règle. Il faut fournir certains types de preuves. On ne peut pas simplement affirmer « Ok, cela vient de Corée ». Il faut que ce soit reconnu comme patrimoine mondial ou quelque chose comme ça. Eh bien, la Chine a fourni toutes sortes de preuves pour montrer que par le passé, ce que la Corée du Sud avait demandé provenait tout simplement de Chine. Et la Corée du Sud n'a pas apprécié cela. Quand j'étais en Corée du Sud, c'est d'ailleurs un pays très nationaliste, là-bas, ils insistaient sur le fait qu'ils avaient inventé la poterie. Et vous savez, ce que nous appelons en Occident le bonsaï, après les Chinois et les Japonais, alors que comme vous le savez très bien, cela vient aussi de Chine. Mais ils prétendaient être les inventeurs des deux. C'est ce que disaient les Sud-Coréens. Mais, ce qui est étrange, c'est qu'on sent qu'ils n'y croient pas vraiment eux-mêmes. Ils savent très bien quelle est la vérité. Beaucoup de Sud-Coréens aiment aussi la Chine, d'ailleurs, il faut le préciser. C'est une relation complexe. Et ils ressentent, ils comprennent la Chine. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense que ce genre de sentiment hostile envers la Chine est probablement plus répandu en Corée du Sud. Les Coréens de l'étranger que j'ai rencontrés, eux aiment en fait beaucoup de choses chinoises. Et ils l'admettent. Ils n'ont aucun problème à reconnaître que ces choses viennent de Chine. Absolument. Absolument. Oui. D'accord, Israël. Netanyahou a maintenant pratiquement admis que leur objectif principal est de prendre le contrôle total de Gaza. Ils ne disent plus que c'est pour combattre le Hamas ou récupérer leurs otages, mais ils l'ont quasiment reconnu. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? On savait que c'était l'objectif depuis le début, non? Absolument, bien sûr que c'est le cas. Ça l'a toujours été. Je veux dire, c'était vrai, je pense, même avant le 7 octobre, mais c'est clairement l'objectif maintenant. Prendre le contrôle de l'ensemble de Gaza, l'occuper, l'annexer et en expulser la population. Eh bien, Trump a déjà dit que c'était à Israël de prendre la décision. Je veux dire, comment a-t-il pu dire ça? Mais bref, ma question est la suivante. Israël ne va pas s'arrêter à Gaza. Ils ont cet objectif du Grand Israël. Donc, ces autres pays du Moyen-Orient, d'après les cartes que j'ai vues, il semble que le Grand Israël englobe la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, une partie de l'Égypte. Ces pays ne sont-ils pas inquiets que si on laisse Israël prendre Gaza et qu'on ne fait rien, leur prochain objectif pourrait être eux, vous voyez? Ce sont des pays faibles, profondément corrompus. Beaucoup d'entre eux ont des systèmes politiques profondément corrompus. Il y a très peu de sentiments patriotiques parmi leurs dirigeants. L'une des grandes tragédies de ma vie a été de voir la dégradation du monde arabe. Dans les années 60 et au début des années 70, le monde arabe semblait en plein essor et il y avait des dirigeants extraordinaires qui émergeaient. Il y en a deux dont je me souviens particulièrement. Il y avait Gamal Nasser, qui était le président de l'Égypte, et il y avait le roi Faisal, qui était le souverain de l'Arabie saoudite. C'est un homme très fort. Je veux dire, j'étais souvent en désaccord avec lui, mais il était très fort à sa manière. Profondément patriote, il se souciait énormément des Palestiniens et de ce qui s'y passait. Mais comme je l'ai dit, depuis la mort de ces deux hommes, et d'ailleurs, dans le cas de Faisal, il a été assassiné. Les Russes pensent que Nasser a également été assassiné. Ils ont envoyé un médecin pour l'examiner avant sa mort, et il était convaincu que Nasser avait été empoisonné. Quoi qu'il en soit, depuis lors, l'histoire est celle de la dégradation totale du monde arabe,
Et j'ai bien peur que cela rende très, très difficile pour les États arabes d'opposer une quelconque résistance, car les armées sont gangrenées par la corruption. Les élites politiques sont complètement cyniques. Beaucoup d'entre eux pensent à fuir en Europe ou en Amérique avec toutes les richesses qu'ils peuvent emporter. Et comme je l'ai dit, ils ne sont pas très forts. Les populations sont différentes. Mais le monde arabe, en partie à cause de la corruption, du cynisme et de l'échec des États, n'a jamais correctement éduqué sa population et n'a jamais développé ce niveau d'organisation étatique. Je veux dire, c'est pas comme la Chine. Les États ne fonctionnent pas au Moyen-Orient de la même manière que la Chine a pu le faire à partir d'une base économique bien plus faible. Je veux dire, l'Égypte en 1950 était un endroit bien plus riche que la Chine. Je le sais. Donc ils n'ont jamais réussi à faire cela. Donc finalement, ce plan israélien échouera, et échouera de façon catastrophique. Mais malheureusement, parce qu'il y a si peu de résistance à un niveau organisé, il sera probablement poursuivi jusqu'au moment où, comme je l'ai dit, la catastrophe écrasante qu'un tel plan ne peut manquer de provoquer à terme s'abattra sur nous. Je trouve que c'est encore une fois l'hypocrisie de l'Occident, n'est-ce pas? Quand ils parlent de la Russie, de la menace russe, ils disent « Oh, après l'Ukraine, la Russie va prendre la Pologne, prendre les pays baltes. » C'est ce qu'ils vous disent, à quel point toute l'Europe devrait avoir peur, s'inquiéter de l'agression russe. Ils ne disent jamais rien de tel à propos d'Israël, même s'il existe une carte claire qui parle de prendre tous ces pays. Vous avez tout à fait raison. Vous avez absolument raison. Je veux dire, c'est l'objectif déclaré des personnes qui sont membres du gouvernement israélien. Je veux dire, l'objectif ouvertement affiché de membres du gouvernement israélien. Oui, en parlant de la Corée, tu sais, la péninsule coréenne, avant qu'elle ne devienne la Corée du Nord et la Corée du Sud, juste pour donner un peu de contexte, tu connais probablement cette partie de l'histoire. Au début du XVIIe siècle, à la fin du XVIe siècle, il y a eu une guerre des Ming contre le Japon en Corée, n'est-ce pas? La dynastie Ming croyait que le Japon avait envahi la Corée et les Ming pensaient que s'ils ne protégeaient pas la Corée, le Japon l'utiliserait comme tremplin pour s'emparer de certaines parties de la Chine. C'est à ce moment-là qu'il y a eu une guerre célèbre entre les troupes Ming et les Japonais, mais le lieu était la péninsule coréenne, n'est-ce pas? Et c'est à peu près ce que la Chine a beaucoup d'idiomes, n'est-ce pas? Il y a donc un proverbe chinois qui, si je peux le traduire, signifie que si les lèvres disparaissent, les dents ressentiront le froid. Donc je pense que les pays arabes, c'est une bonne remarque en fait. Les pays arabes doivent le savoir, n'est-ce pas? Oui, très sage. Oui, mais ils sont incapables de faire quoi que ce soit à ce sujet. Non. Et le Ming Huangdi, l'empereur Wanli à l'époque, avait raison de faire cela, parce que plus tard, c'est ce que les Japonais ont fait. Ils ont pris la Corée puis sont venus en Chine. Oui. Absolument, du XXe siècle. Et vous comprenez que la Chine n'est toujours pas à l'aise avec le Japon parce que même s'ils ont été vaincus pendant la dynastie Ming, ils n'ont jamais abandonné cette idée. Ils ont persévéré, puis ils ont recommencé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et rien n'indique qu'ils aient renoncé à cette idée. Ils ne se sont jamais excusés pour ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Correct. Absolument. Tout ce que vous dites est vrai. Oui, et c'est pour ça, tu vois, parce que le Japon n'a jamais dit « nous ne referons jamais ça ». Ils ne l'ont jamais dit. D'accord. Alors comment tu interprètes ça? Ça veut dire que s'ils en ont à nouveau l'occasion, ils le referaient. Absolument. Certaines personnes au Japon, absolument,
elle voudrait certainement le refaire. Ce qui en fait également une approche intéressante que les États-Unis adoptent toujours. Les États-Unis essaient constamment de rapprocher la Corée et le Japon contre la Chine. Mais je trouve que c'est une union très difficile entre la Corée et le Japon pour des raisons historiques, car le Japon s'emparait toujours de la Corée dès qu'il le pouvait afin de s'attaquer à la Chine. Les Coréens détestaient les Japonais, comme je l'ai vu très clairement lorsque j'étais là-bas. Certes, c'était il y a 20 ans, plus de 20 ans même. Donc, les choses ont peut-être changé depuis, bien que j'en doute d'ailleurs. Mais le peuple coréen dans le sud de la Corée détestait absolument les Japonais. Je veux dire, certains d'entre eux avaient des sentiments compliqués envers la Chine, mais ils savaient parfaitement qui étaient les grands agresseurs et qui avaient vraiment cherché à conquérir et à soumettre leur nation. Donc, absolument. Je pense donc que c'est une chose extrêmement difficile à réaliser. Et encore une fois, cela explique pourquoi la Corée du Sud n'a jamais vraiment développé une culture politique propre et stable. C'est pourquoi il y a eu la tentative de coup d'État là-bas, parce que les gouvernements de la Corée du Sud, qui sont en gros contrôlés par les Américains, ne sont finalement pas en phase avec les sentiments de leur peuple. Oui, et les États-Unis s'en moquent. Les États-Unis veulent juste que vous vous unissiez contre la Chine. C'est tout. Ils ne cherchent pas à comprendre cette histoire très complexe, ni les sentiments que les gens éprouvent les uns envers les autres. Oui, c'est exact. Ils ne le font pas. Les Américains ont cette capacité extraordinaire à se convaincre que quiconque n'est pas d'accord avec eux est maléfique et doit être soumis. Je veux dire, ils y croient vraiment. On le voit dans l'ampleur de l'antagonisme envers la Chine parmi la population américaine aujourd'hui. Et ils ont aussi cette capacité extraordinaire à se persuader que les pays du monde entier ont le devoir de s'aligner avec eux contre l'ennemi du moment. Donc, si le Japon et la Corée du Sud ont des histoires qui rendent leur amitié difficile, c'est tout simplement inacceptable. Ce qui compte, c'est que les États-Unis sont en mauvais termes avec la Chine. Ils doivent donc s'allier avec les États-Unis et entre eux contre la Chine. Et c'est vraiment la perspective américaine surtout. Mais ils ne semblent pas bien traiter certaines personnes. Par exemple, si on regarde les Philippines ont totalement fait ce que les États-Unis leur ont demandé. Mais si on regarde l'accord commercial, l'accord sur les tarifs qu'ils ont obtenus, ce n'est pas un bon accord pour les Philippines. Donc les États-Unis ne traitent même pas très bien ceux qui les suivent réellement. Eh bien, qu'a dit Henry Kissinger, être l'ennemi des États-Unis est dangereux. Être leur ami est fatal. Oui, il me semble que le gouvernement des États-Unis est très émotionnel. C'est comme s'ils vous apprécient pour une raison quelconque. Eh bien, maintenant, il semble que Trump aime la Chine et la Russie. D'accord. Eh bien, cela devient très prédateur. Je veux dire, si l'on remonte, disons, aux années 1940 et 1950, les États-Unis avaient besoin de rallier les Européens afin de contenir les Soviétiques et le communisme. La question de savoir s'il était vraiment nécessaire de le faire en est une autre. Je veux dire, il se pourrait qu'entretenir de bonnes relations avec l'Union soviétique à cette époque ait été possible, je le crois. Mais quoi qu'il en soit, ils ont décidé que les Soviétiques étaient l'ennemi, donc ils ont décidé qu'ils devaient gagner les Européens à leur cause. Et la façon d'y parvenir était d'aider les Européens à devenir riches. Ils ont beaucoup investi et ils ont développé les économies européennes. Mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, ils sont beaucoup moins sûrs d'eux. Ils ressentent beaucoup plus de pression. Le système politique des États-Unis est devenu bien plus corrompu. Il est devenu, comme on le voit, cannibale et payeur.
Et maintenant, ils dévorent leurs propres alliés. Ils dévorent leurs alliés avec voracité. They're ravenously devouring their allies. Et cela nuit aussi aux Américains. Et nuire aux Américains. Exactement. Sur le plan intérieur, ils nuisent publiquement aux Américains. Exactement, exactement. Pour moi, c'est comme si, je sais pas, il part dans tous les sens. Peu importe de qui il peut obtenir de l'argent, tu vois, ça ne lui importe plus vraiment si... Correct. Oui. Correct. Eh bien, nous devrons simplement payer tous ces prix que nous verrons. Je veux dire, les prix des médicaments en particulier, beaucoup de gens s'en inquiètent parce que, comme vous l'avez dit, les prix des médicaments pharmaceutiques aux États-Unis sont déjà très élevés. Alors, comment cela va-t-il se passer? Il a déjà dit qu'il allait imposer des tarifs douaniers. Oui, mais les entreprises pharmaceutiques en tireront profit. Oui, Et ce sont de grands honnêtes. oui, oui. And the GDP figures might Et les chiffres du PIB pourraient en fait en bénéficier également. Car si l'on regarde la manière dont le PIB américain est calculé, l'industrie pharmaceutique représente une part énorme du PIB des États-Unis d'ailleurs. Donc, si vous voulez encore gonfler vos chiffres globaux du PIB, alors augmentez les prix des produits pharmaceutiques. Si c'est votre objectif, a probablement un certain sens. it probably makes a kind of sense. Et la bourse continuera probablement à bien se porter. Oui, exactement. Un peu de légèreté. J'essaie toujours de trouver quelque chose de divertissant, tu sais. Est-ce que tu as regardé The Gilded Age, qui, je crois, est sur Netflix? Eh bien, on l'appelle la version américaine de Downton Abbey, juste pour que tu saches. Oh, okay. Ah d'accord, très bien. Eh bien, ce qui est intéressant là-dedans, alors, je ne l'ai pas regardé, j'ai seulement lu des articles à ce sujet, ce qui m'intrigue, c'est ce concept de princesse dollar. Ainsi, pendant l'âge d'or, des familles américaines riches mariaient leurs filles au Royaume-Uni, dans l'aristocratie britannique. Un côté voulait le titre, l'autre voulait l'argent. Je ne le savais pas, mais apparemment la mère de Winston Churchill était l'une d'entre elles. Absolutely. Absolutely. There are lots of them. And Absolument, absolument. Il y en a beaucoup. Et vous avez tout à fait raison. Son père, qui était le plus jeune fils du duc de Marlborough, n'avait pas beaucoup d'argent et était un homme au goût coûteux et extravagant. Alors, que fait-il? Il cherche à épouser une riche américaine. Et le résultat, c'est Winston Churchill. And the result is Winston Churchill. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est que ces personnes sont extrêmement riches. L'une des plus célèbres est Vanderbilt, qui, je crois, était en fait mariée à la cousine de Winston Churchill, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, la famille Vanderbilt, bien sûr, voulait le titre, le duc. Je crois que le titre est duc ou quelque chose comme ça. Mais le résultat, ce sont Consuelo et toutes ces princesses à dollars. Elles doivent voyager très loin, elles doivent épouser des Britanniques et donc elles sont éloignées de leurs proches. Toute l'idée d'avoir de l'argent, c'est de pouvoir faire ce que l'on veut, non? Avoir sa famille près de soi, c'est quelque chose qui, je pense, rend tout le monde heureux. Au lieu de cela, ces personnes, une fois qu'elles ont de l'argent, en veulent plus. Elles veulent des titres. Alors elles sacrifient le bonheur de leur propre fille. Yes. 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 I mean, it's an extraordinary Oui. story, actually, because C'est une histoire extraordinaire, en fait. Parce que vous avez tout à fait raison. Je veux dire, nous avons ici des milliardaires américains, car c'étaient les milliardaires de l'époque, les personnes les plus riches de la planète, gagnant des sommes énormes dans ce qui était censé être à l'époque une société républicaine et démocratique. Et que font-ils? Ils courent après l'aristocratie du pays contre lequel ils se sont rebellés afin d'obtenir des titres. C'est absurde. Et cela démontre, déjà à l'époque, le degré d'insécurité de ces personnes, ce qui est, à mon sens, un aspect très présent du pouvoir américain depuis lors.
Ils se sentent en insécurité d'une manière que, par exemple, la Chine ne ressent pas. La Chine a beaucoup plus de confiance en elle. L'une des raisons pour lesquelles elle est si calme, tu te souviens, on parlait de la façon dont la Chine est calme, tellement calme et maîtresse d'elle-même. C'est parce qu'elle n'a pas toutes ces insécurités, ces paranoïas et ces peurs en permanence. Tu sais, dire, bon, j'ai tout cet argent, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Il faut que j'obtienne un titre, parce que c'est ça qui va vraiment prouver au monde et aux gens du manoir de milliardaires un peu plus haut sur le Potomac ou dans le New Jersey que j'ai vraiment réussi et que je leur suis vraiment supérieur. Donc je veux dire, on peut voir ça se produire. Bien que l'autre chose, bien sûr, que ces gens faisaient aussi, je ne sais pas si ce programme le montre, c'est qu'ils allaient en Europe et achetaient des œuvres d'art à une échelle tout simplement incroyable. Et si vous allez dans les différentes galeries d'art à New York, vous pouvez voir cela, vous savez, cette sorte de révérence pour les Titiens et toutes ces choses qu'ils achetaient. Et ici, je peux dire quelque chose parce que je me suis beaucoup intéressé à l'art. Ant, comme vous le savez probablement, a été ministre de la Culture en Grèce. Je m'intéresse à ces choses. Et ce qui m'a immédiatement frappé, en regardant toutes ces peintures, c'est que ces Américains avec beaucoup d'argent sont venus. Et oui, ils ont acheté des Rembrandt et des Titiens, mais ils ont acheté les pires tableaux peints par Rembrandt et Titien. Les Européens savaient très intelligemment exactement quoi leur vendre. Et ils savaient que c'était les noms qui intéressaient vraiment ces gens, pas la peinture elle-même. Oui, comme les Vanderbilt, si tu vas visiter leur maison, ils en ont pas mal un peu partout. Mais beaucoup d'entre elles sont construites avec du marbre venant d'Italie, comme s'il n'y avait rien à trouver aux États-Unis. Il faut qu'ils l'importent d'Italie. Je veux dire, c'est très étrange, mais cela en dit long, comme je l'ai dit, sur les insécurités de l'Amérique à cette époque, qui, je pense, sont encore présentes, au fond. Et cela explique beaucoup des pathologies que l'Amérique connaît encore aujourd'hui et que les riches Américains ont toujours à ce jour. Eh bien, je pense qu'encore aujourd'hui, une partie de la raison pour laquelle Trump entretient une si mauvaise relation avec l'élite new-yorkaise, c'est qu'ils sont très snobs. Ils ne l'aiment pas, donc ils ne l'ont jamais accepté. C'est ce que j'ai compris, c'est en partie ça. Vous savez, ils détestent Manhattan. Absolument. Absolument. Je veux dire, il n'y a pas de gens plus snobs sur Terre que les diplômés de l'Ivy League. Je devrais préciser que j'ai dû travailler avec eux. Ils dominent les grands cabinets d'avocats à New York et ils viennent tous de certains milieux particuliers. Ils ont des manières de parler, de s'habiller et d'autres choses de ce genre qui les identifient immédiatement. Et comme je l'ai dit, on n'imagine pas l'Amérique comme un pays de snobisme, mais elle l'est à un degré extrême. En particulier à New York, il semble qu'il y ait une division très marquée entre les vieilles fortunes et les nouvelles. Et Donald Trump, en particulier, c'est une personne flamboyante. Je pense que les vieilles fortunes ne l'aiment pas. Je crois qu'elles ne l'aiment pas du tout. Correct. Vous avez tout à fait raison. Vous avez entièrement raison. Encore une fois, il s'agit d'un pays qui, au fond, est peu sûr de sa culture. Chaque Chinois, à un certain niveau, fait partie de la culture et de l'histoire de la Chine. L'Amérique n'a pas cela parce qu'ils ne savent toujours pas exactement ce qu'est leur culture. Je veux dire, est-ce un dérivé de la culture européenne? Est-ce quelque chose de différent? Mais ils ont ces énormes insécurités qui, comme je l'ai dit, leur donnent l'impression que l'Europe, elle, est d'une certaine plus raffinée, plus freinée à certains égards. Oui, oui. J'ai l'impression qu'il y a une époque dorée.
C'est très clair, tu sais, même si je l'ai pas regardé, mais il semble que ça soit très significatif en ce qui concerne la façon dont les gens essayent d'entrer dans la noblesse en Grande-Bretagne. En obtenant un titre, puis ils deviennent eux-mêmes une sorte de famille royale parce que leur fille a épousé quelqu'un d'important. C'est quelque chose de très important. Et puis, leur propre classe, comme les Astor, est une famille qui a été établie en premier, je suppose. Donc l'un des membres des Astor décidait qui devait être autorisé à entrer dans cette haute société, même au début. Par exemple, certains membres de la famille Vanderbilt n'étaient pas les bienvenus. C'est très intéressant. Je trouve cette perspective intéressante. Il faut que je regarde cette émission. C'est une période que j'ai étudiée d'ailleurs. Je crois t'avoir dit que j'ai étudié l'histoire américaine. Et j'ai trouvé tout cela vraiment, vraiment passionnant. Les Astor d'ailleurs, finalement, tout un groupe d'entre eux est venu en Grande-Bretagne. Et ils détestaient tellement l'Amérique, ou étaient tellement embarrassés par l'Amérique dont ils venaient, qu'ils se sont installés ici. Ils sont devenus membres de l'aristocratie britannique et ont acheté une immense demeure appelée Cliveden, qui est devenue célèbre comme centre du pouvoir politique avant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est un hôtel d'ailleurs. Je dis ça comme ça. Oui, je veux dire, pour comprendre un événement actuel, je pense vraiment que l'histoire t'aide beaucoup à comprendre que la haine de la haute société new-yorkaise envers Trump est totalement compréhensible aujourd'hui, parce qu'ils ont des règles plus strictes, non? Quelles que soient ces règles, même les Vanderbilt, au début, n'étaient pas les bienvenus, tu sais. Donc les Vanderbilt ont dû vraiment faire des efforts pour être acceptés. Maintenant, dans cette série, c'est librement inspiré des Vanderbilt. Ils appellent ça la famille Russell, mais c'est bien inspiré de la famille Vanderbilt. C'est très intéressant. D'accord. Mince, il faut vraiment que je le regarde. Ça s'appelle The Gilded Age sur Netflix. Je crois qu'ils viennent d'approuver une 4e saison ou quelque chose comme ça. Date? Peut-être la semaine prochaine. Eh bien, la semaine prochaine va être très intéressante, car Trump doit faire une annonce aujourd'hui, apparemment. Nous verrons donc de quoi il s'agit. Et son envoyé a rencontré Poutine plus tôt, et apparemment, il va rapporter certains signaux de la part des Russes. Nous verrons donc si nous assistons à une nouvelle explosion de la part de Trump, ou s'il se rétracte, ou ce qu'il décide de faire. Et il est également censé annoncer des droits de douane sur les semi-conducteurs la semaine prochaine. Donc nous verrons ce qui va se passer. Je sais. Mais comme vous l'avez dit, la Chine agit discrètement, mais avec beaucoup de détermination. Elle poursuit ses affaires. Ce que les Chinois pourraient trouver intéressant, c'est que, évidemment, je suis de très près les médias en Europe. On peut constater un sentiment croissant d'admiration. Et surtout, après cette négociation désastreuse entre Ursula von der Leyen et Trump, les gens disent, eh bien, regardez, nous sommes si faibles et la Chine est si forte. Trump n'a pas peur de nous et il nous intimide, mais il n'ose pas intimider la Chine. Donc on commence à voir, dans des endroits surprenants, une admiration pour la Chine qui commence à se développer. C'était très intéressant. Oui, il se passe beaucoup de choses intéressantes à cause de cela, tu sais, ce qui s'est passé récemment. Donc, une chose, bien sûr, c'est qu'il a aussi une grosse dispute avec le Brésil, comme tu le sais. Et donc, il va imposer au Brésil, comme pour le café brésilien, des droits de douane très élevés, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est déjà en place. Mais qu'est-ce que Starbucks t'apporte? Je pose juste la question. Je veux dire, vraiment. Alors, ce que la Chine a fait immédiatement, c'est dire au Brésil qu'il n'y aurait plus de droits de douane sur le café brésilien. Donc la prochaine fois que j'irai en Chine, je devrais peut-être ramener un peu de café aux États-Unis.
Ce serait intéressant, non? Ce serait en effet le cas. Très intéressant, absolument, vraiment, vraiment intéressant. Parce que je bois un peu de café, mais mon mari aime vraiment différents types de café. Alors je lui ai dit que je lui en rapporterais. Je veux dire, à ma connaissance, les États-Unis importent presque tout leur café. Je sais qu'ils en cultivent un peu à Hawaï et il y a quelques autres endroits. Mais je veux dire, toutes ces personnes qui boivent du café aux États-Unis l'obtiennent vraisemblablement de pays comme le Brésil. Oui, exactement, on verra bien. D'accord. À la prochaine. C'est toujours un plaisir de te parler. Bonne semaine, Sophia. On se parle à ce moment-là. Au revoir.